Bon après-midi à tous. Mon nom est Kevin Dubois, je suis un DSE chez Wiz. On va avoir une session aujourd'hui juste pour faire changement avec beaucoup des autres sujets. On parlait d'intelligence artificielle, plus spécifiquement comment concevoir avec l'intelligence artificielle dans le cloud. Donc plus du côté, on dit builders versus utilisateurs. Donc, vous savez, une organisation qui commence à expérimenter avec des agents IA. C'est un peu la session pour ça ici. On va avoir trois sujets typiques qu'on aimerait adresser ici. Donc, ça va être un peu de voir comment est-ce que, c'est quoi les différents défis et comment est-ce qu'une plateforme comme Wiz peut aider à pallier à ces défis. Je posais la question au début. Si vous avez des questions, je vais être franc avec les lumières. Je vois vraiment pas les gens qui sont dans ce coin-ci. On peut soit à la fin, soit si vous voulez venir poser vos questions. Je sais qu'il y a eu peut-être un petit peu de confusion sur la session, c'est en français ou en anglais. Elle va être en français. Si vous voulez venir les poser en anglais, il n'y a aucun problème aussi. On a aussi un booth au niveau du vendor hall si vous voulez venir pour quelques suivis plus en un à un. All right. Donc, la première chose, je pense que ce n'est pas un secret. Tout ce qui est des différents projets d'intelligence artificielle, ça a pas mal envahi les différents environnements cloud. Autant l'IA gérée que auto-hébergée, ça veut dire de rouler son propre modèle, est présent dans à peu près 85% des clients avec lesquels on opère. Puis ça peut être diverses saveurs et versions d'intelligence artificielle ou de modèles qui vont être utilisés. On s'entend que c'est quelque chose qui est de plus en plus commun, qui devient de plus en plus intégré même dans certaines solutions tierces parties. Donc, ça devient maintenant une composante inhérente à peu près toutes les applications modernes qui sont planifiées ou qui sont conçues en ce moment. Et même la vitesse d'adoption est assez rapide. Même quelque chose comme, là ça commence à dater un petit peu, là, mais on voit que même quand ils ont annoncé DeepSeek R1, ça a pris littéralement une semaine pour qu'on voit une adoption quand même assez intéressante à travers nos différents clients. Surtout d'un point de vue plus, on dit, hébergement de l'auto-hébergement. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment arriver vite. Puis des fois, souvent le slogan que je reprends, c'est Move fast, break things. C'est un peu qu'est-ce qui arrive. Là, l'autre chose qu'on voit beaucoup, vous avez entendu parler de serveurs MCP. Ça, c'est la nouvelle tendance qui, le standard lui-même, n'a même pas un an. On commence déjà à avoir beaucoup de compagnies qui ont certains défis à soit intégrer, soit concevoir leur propre serveur MCP. On voit que l'adoption est assez rapide dans tout ce monde-là. Qui dit nouvelle technologie, dit nouveau vecteur, dit encore une fois, move fast, break things. Avec l'exemple qu'on a avec DeepSeek, l'application en soi, le chatbot en soi, a eu certaines weaknesses, certaines faiblesses qui a permis de faire de l'exfiltration de données, d'exposer des historiques de conversation. Donc, beaucoup des défis qu'on a d'un point de vue sécurité applicative s'appliquent encore une fois. C'est juste maintenant, on a un engin de raisonnement qui va beaucoup plus rapidement que, mettons, une application plus traditionnelle. Donc, on a quand même les mêmes défis à observer avec ces applications-là. C'est juste une nature, c'est shiny thing, old problem, si on peut dire ça de même. Donc, peu importe où est-ce que vous êtes dans votre parcours d'intelligence artificielle, son adoption va quand même amener une nouvelle couche de complexité. Fait qu'on a dit il y a certains vieux problèmes qui sont appliqués à de la nouvelle tech. Il y a quand même un petit peu de nouveauté aussi. Fait que quand on dit nouvelle technologie, où est-ce que ça commence à être utilisé dans l'environnement? On a plusieurs types de technologies. Ça peut être du PaaS, ça peut être des modèles gérés. Il y a plusieurs versions, plusieurs saveurs. On parlait justement du serveur MCP. Ça, c'en est un aussi ça fait en sorte que l'intégration est beaucoup plus facile. Mais ça veut dire qu'il y a plusieurs plusieurs risques maintenant qui sont maintenant introduits dans l'environnement. Donc, nouveau risque aussi. On a dit, on a la portion traditionnelle plus AppSec. On a la portion plus, on va dire, native à l'intelligence artificielle, que ce soit de concevoir un modèle, d'ajuster un modèle, de l'opérer. Donc, le pipeline d'IA est rendu une nouvelle surface d'attaque qui s'approche peut-être pas de la même façon que dans la sécurité infonuagique traditionnelle.
Puis maintenant, nouvelles aptitudes. Notre équipe de sécurité opérationnelle doit quand même défendre ces environnements-là. Là, on a des nouvelles techs, ce qui veut dire une nouvelle connaissance. Donc, ça amène beaucoup de différents défis de ce côté-là. Ça bouge vite en plus. Donc, quand on met tout ça, c'est là qu'on a des problèmes un peu comme ce qu'on a vu dans la slide précédente, où est-ce qu'on a des potentiels d'exfiltration de données. Et ça, c'est pour commencer. Plus qu'on va amener un petit peu de ce qu'on appelle du agency, un peu plus de capacité aux différents agents, ça veut aussi dire que le blast radius va être un petit peu plus un petit peu plus fort aussi, où l'impact va être plus matériel. Si vous ne connaissez pas Wiz, on fait de la sécurité infonuagique. On a commencé il y a un petit peu plus que 5 ans à faire surtout ce qu'on appelle du CNAP, fait CSPM, gestion de vulnérabilité, secret, ainsi de suite. On réutilise beaucoup de nos apprentissages des 5 dernières années pour aider à sécuriser les différents pipelines d'intelligence artificielle puis l'utilisation de ceux-ci dans les environnements infonuagiques publics, privés ou hybrides. La première chose, c'est là qu'on réutilise un peu le même talk track qu'on parle pour l'environnement infonuagique. On va l'appliquer au niveau de l'IA. C'est juste qu'on va avoir certaines spécificités au niveau de l'IA qu'on va rajouter. Mais on commence vraiment avec de la visibilité. Fait que on ne peut pas sécuriser qu'est-ce qu'on ne voit pas. Fait que ça, c'est la première chose. D'être en mesure de voir c'est quoi les modèles, c'est quoi les pipelines, c'est quoi les agents, les technologies, les SDK. Fait que juste de savoir c'est quoi la surface que j'ai à évaluer. Par la suite, c'est là qu'on s'en va un petit peu plus spécifique dans la nouvelle tech. On a la détection de risque. Juste d'être en mesure de, par exemple, détecter les problèmes de configuration. Fait que là, on fait un petit parallèle avec la portion CSPM. Est-ce qu'il y a des données d'entraînement sensibles? Est-ce qu'il y a des modèles malveillants? Fait que c'est là qu'on a quand même, encore une fois, des risques qui sont très, je veux dire, traditionnels, mais là, on les applique maintenant à de la nouvelle tech. Une fois qu'on a tout ça, là, ce qui risque d'arriver, c'est que si on a beaucoup d'adoption, on va avoir beaucoup de risques, on va avoir beaucoup de trouvailles. Fait que c'est là qu'on arrive un peu avec on dit la baguette Magic Wiz. Puis faire un petit peu de wizardry. C'est là qu'on aide beaucoup avec la priorisation. De faire en sorte qu'on puisse corréler les différents risques avec les autres éléments d'infrastructure. Oui, c'est de l'intelligence artificielle, oui, c'est différent, c'est nouveau. Ça reste qu'il y a beaucoup des risques qui sont assez semblables à une application, on va dire, plus legacy ou non intelligente, si on peut dire ça de même. Ça devient plus une question de comment est-ce que les différentes composantes autour et le modèle lui-même interopèrent, quel genre de risque va être introduit avec ça. Et la dernière chose, même si on avait une posture parfaite, il y a quand même certains points d'entrée qui sont possibles. Là, ça reste une question de comment est-ce qu'on détecte les menaces en lien avec l'exécution des modèles. C'est là qu'on va être en mesure on regarde les comportements, on regarde l'utilisation malicieuse. En tant que tel, c'est la même chose qu'on faisait du côté utilisateur. Mais là, c'est comme si on a notre modèle en soi est un nouvel utilisateur. C'est là qu'on a les différents défis qui viennent avec ça. Puis, bref, d'être en mesure de répondre rapidement aux menaces. D'essayer d'opérationnaliser vraiment la réponse, le DR mettons, de CDR en lien avec la portion des agents qui sont exécutés en cloud. Donc, si on reprend peut-être un petit peu de recul, en tant que tel, quand on parle d'intelligence artificielle, puis pourquoi est-ce qu'on met autant d'emphase sur l'infrastructure que sur l'agent lui-même? C'est parce que les deux choses sont un peu collées ensemble. C'est là que si on essaie de mettre les morceaux de robot, les morceaux de casse-tête ensemble, la première portion, c'est vraiment l'infrastructure. C'est là que vos solutions CNAP peuvent venir identifier c'est quoi l'exposition réseau, c'est quoi les différentes bases de données qui sont utilisées, c'est quoi l'environnement de compute qui est utilisé pour l'agent. Est-ce qu'on parle de machines virtuelles, est-ce qu'on parle d'environnement serverless, est-ce qu'on parle d'environnement de plateforme de conteneurs. Puis par la suite, tous les autres éléments autour de ça. Souvent, on va parler soit règle de pare-feu ou la nouvelle règle de pare-feu qui va être ce qui est identitaire, va être utilisée pour voir c'est quoi les accès de nos agents dans notre environnement cloud. C'est là que, encore une fois, qui dit application, dit vulnérabilité potentiellement. Fait que là, on a toute l'analyse de composition aussi qui est faite à même notre plateforme CNAP. Une fois on sait de quoi l'infrastructure a l'air, ça souvent c'est la première portion où est-ce que la majorité des clients ont cette vision-là de près ou de loin. Après, là, on sent vraiment dans la nouveauté, le modèle lui-même. C'est là qu'on a un modèle, on a un LLM qui va être exécuté
il peut être potentiellement malicieux. On a vu certaines campagnes dernièrement où est-ce que certains des modèles avaient pu être pouvaient être utilisés pour être redirigés vers d'autres sources pour faire de la collecte de données. On a des données d'entraînement. Est-ce qu'on a des données sensibles dans les données d'entraînement? Parce que quelques papiers de recherche qui sont sortis que les LLM, c'est un peu comme un perroquet. Tout ce qu'on met dedans, ça veut dire qu'il y a un potentiel de pouvoir le sortir aussi. Donc, si on met des données sensibles ou la propriété intellectuelle, il y a des chances qu'on puisse exploiter ça aussi. Donc, c'est là que c'est important aussi d'avoir les guardrails en place. Beaucoup des plateformes infonuagiques ou les plateformes hébergées vont avoir certains garde-corps qui peuvent être mis autour des LLM en lien avec leur exécution pour, mettons, les menaces connues. C'est encore une fois d'évaluer tout ça. Une fois qu'on a l'infrastructure, le modèle, on arrive dans la portion plus au niveau des données. Quelles données l'agent interface et quelles données sont utilisées pour l'entraîner. On a déjà parlé un petit peu, mais ça veut dire si on peut exploiter un modèle, ça veut dire qu'on peut exploiter un modèle pour accéder à des données et les exfiltrer. On revient à notre exemple un petit peu de l'application de DeepSeek. C'est un peu ce qui est arrivé ici. Et finalement, là, on a certains des défis plus traditionnels d'AppSec. Il y a quelqu'un qui écrit l'agent, peut-être qu'il utilise un framework comme LangChain, et va potentiellement utiliser même un agent pour écrire, faire du infamous vibe coding. Tout ça va être dans GitHub. Souvent, c'est de l'outillage qui est séparé. En tant que tel, c'est la même infrastructure qui va être utilisée. C'est important d'avoir ça fait partie du casse-tête en tant que tel. Par la suite, on déploie plusieurs applications. C'est là qu'on peut commencer à regarder où est-ce que ça fit dans notre catalogue de services quand on prend tous ces morceaux-là, puis de dire ça, c'est mon application A ou mon agent A versus mon agent B ou mon agent C. Ce qui nous amène un peu on en a parlé un petit peu, je vais aller quand même assez rapidement dans cette portion-ci, mais les différents risques en lien avec les différents morceaux on dirait les différents niveaux d'intégration, les différents niveaux de visibilité, c'est que la première chose, on a dit, c'est une industrie, une portion d'industrie qui bouge vraiment vite. On commence à avoir de plus en plus, vous avez peut-être entendu parler dans d'autres sessions, du Shadow AI, de savoir où est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle qui est utilisée ou qui est imbriquée dans nos applications, que ce soit les agents, les modèles, les différents outils. On a mentionné MCP, c'est comme le connecteur universel pour les agents en intelligence artificielle. Donc, où est-ce qu'on a de connectés, où est-ce qu'on a de disponible? Est-ce qu'on a des équipes mettons des équipes applicatives qui commencent à expérimenter avec, au lieu de faire un API pour leur application, de commencer à faire un serveur MCP pour pouvoir interagir avec leur service à partir d'un agent. Donc, c'est là qu'on commence à avoir, juste savoir où est mon utilisation de l'IA dans mon environnement. Souvent, puis même juste de nos propres discussions avec les clients, beaucoup sont à cette étape-ci. Surtout quand on commence à regarder les premiers projets d'agents, surtout au niveau MCP, c'est là que la première question, c'est on ne sait même pas par où commencer. Fait que souvent, nous, c'est là la première chose qu'on préconise. Juste, il faut mettre la lampe de poche sur l'environnement, voir où est-ce qu'on a ces différentes choses-là. Puis au niveau, là, on en a reparlé un peu, risque d'infrastructure, c'est pas parce que c'est du IA que l'infrastructure doit être mise de côté. La majorité des vecteurs d'attaque vont venir quand même de l'infrastructure, que ce soit de l'identitaire qui est trop permissif, que ce soit de l'exposition au réseau, des vulnérabilités dans mettons un outillage d'intégration d'agents, ou encore une fois, que ce soit des secrets exposés. Puis par la suite, c'est là qu'avec tout ça, en plus de tout ça, on a tout ce qui est natif vraiment au niveau des modèles eux-mêmes. Que ce soit les modèles qui sont malicieux, qui pourraient avoir certaines commandes dans leur training dataset qui a été introduite, qui font en sorte qu'on puisse les exploiter, un peu comme un sleeping agent, si on veut. Il y a eu certains cas de figure où est-ce que ça a été utilisé avec des répertoires publics GitHub pour empoisonner certains des modèles à partir de leur entraînement. Puis par la suite, ça va être surtout au niveau mettons, des barrières insécures. On parlait des guardrails un petit peu plus tôt, juste s'assurer qu'on protège contre les OWASP Top 10 de LLM, d'être en mesure de regarder pour du prompt injection et d'autres types de problèmes de sécurité. Un des derniers use cases qu'on a vu récemment, c'était surtout au niveau MCP malicieux. C'était
petite histoire, fournisseur d'automatisation de courriel qui, après les 16 premières versions, ont été bénignes. Par la suite, la 17e, c'est là qu'il a introduit un BCC au niveau des courriels pour collecter tout l'envoi de courriel que l'agent ferait, mais d'envoyer ça vers une autre boîte de courriel pour exfiltrer les données sensibles, style des mots de passe, des liens de réinitialisation de mots de passe et ainsi de suite. Donc, en tant que tel, la question à se poser, c'est plus comment est-ce qu'on adresse le risque, qu'il soit direct en parlant du modèle ou indirect en parlant de l'outillage autour du modèle. Dernier truc mentionné, si on avait 100% de posture en termes de on n'a aucun problème d'exposition, tout est super beau, on a quand même un environnement d'exploitation, il faut quand même faire certaines détections, voir comment est-ce que nos modèles peuvent être exploités. Fait qu'on a certaines des menaces qui sont plus, on dit, natives à l'IA, qu'on a parlé un petit peu. Prompt injection, qui est pas mal le gros sujet. C'est un peu comme si on disait l'injection SQL plus l'ingénierie sociale, mais à un système qui est disponible 24/7. C'est un peu de là où est-ce qu'on dit, c'est un peu comme un nouvel utilisateur dans l'environnement, mais qui n'est pas un utilisateur, on dit, conventionnel. Souvent, qui va avoir des accès un petit peu plus privilégiés dans l'environnement. Puis par la suite, il y a aussi tout en lien avec une menace d'infrastructure. Encore une fois, utiliser un modèle ou un agent pour faire l'exfiltration de données ou du déni de service. C'est là qu'on a, encore une fois, dans les nouvelles, il y a eu quelques cas qui a été démontré. Encore une fois, comment est-ce qu'on répond aux différents incidents liés à l'IA? Étape par étape. Et encore une fois, on repart encore une fois dans les 4 petits blocs. Mais c'est là un peu qu'on va parler un peu moins d'intelligence artificielle générique, un peu plus de Wiz, puis comment est-ce qu'on peut aider. Si on reprend nos 4 cas d'usage, cas d'utilisation, la visibilité dans les pipelines, dans les modèles, technologies, les données. Tout ce qui touche de près ou de loin à l'intelligence artificielle, on va être en mesure de le cataloguer. On va regarder proactivement le risque. On va aussi détecter les risques à l'aide du contexte que Wiz apporte. Puis aussi de facilement équiper les développeurs avec l'information facile à actionner. Parce qu'on ne veut pas être juste un autre outil de sécurité qui va envoyer une grosse liste d'alertes, une grosse liste de travail à faire qui ne sera pas nécessairement surmontable. Donc, la première chose, si vous avez déjà entendu parler de SBOM, pour un Software Bill of Material, c'est souvent ce qu'on fait on dérive notre gestion de vulnérabilité du SBOM, que ce soit en code ou que ce soit en exécution. On a un peu la même chose côté intelligence artificielle, un AI BOM. Donc, c'est là qu'on veut détecter toutes les technologies en lien avec l'utilisation de modèles. Ça peut être un service PaaS. Si vous avez des clients, mettons plus Microsoft, ça peut commencer à utiliser du Azure OpenAI, Azure AI Foundry, ou sinon, on a un exemple ici avec Bedrock côté AWS. Donc, ça, c'est quel genre de plateforme est utilisé, mais aussi si on utilise certains modèles plus, on dit auto-hébergés, quel genre de librairie qu'on utilise. Est-ce qu'on utilise du Hugging Chain? Est-ce qu'on utilise LangChain? Du Hugging Face ou LangChain? Beaucoup d'acronymes, beaucoup de noms. Bref, on a aussi... dans ce cas-ci, c'est juste de n'importe quoi qui touche de près ou de loin de l'IA. On veut pouvoir avoir le catalogue pour être en mesure de dériver les différents types de risques. On veut en même temps éliminer le shadow AI. S'il y a un nouveau projet, on veut laisser de la flexibilité à nos équipes d'affaires. On ne veut pas nécessairement les limiter. Ça, c'est une bonne façon c'est un bon compromis qu'on peut avoir entre les deux, mais de quand même être en mesure de bien naviguer le risque qui va être introduit. Puis par la suite, c'est la visibilité du pipeline de bout en bout. Ça, en tant que tel, ce n'est pas nécessairement un pipeline comme en développement logiciel traditionnel. Ça va être plus quand on commence à bâtir un modèle personnalisé ou qu'on veut introduire nos, données d'entreprise à un modèle. Mais c'est quoi les relations entre les différents morceaux de technologie, les services, les données à travers mon environnement cloud? Ça peut être quelque chose, je dis environnement cloud, ça peut être plusieurs clouds aussi. Si j'ai quelque chose qui commence dans AWS puis qui utilise un service Azure, comment est-ce que tout ça est connecté ensemble?
Ça, c'est quelque chose qu'on peut aider assez facilement, qui, encore une fois, est une fonctionnalité inhérente à une plateforme comme Wiz du côté CNAP. Donc, on sait qu'est-ce qu'on a à couvrir, qu'est-ce qu'on a à superviser. Par la suite, c'est là qu'on va regarder est-ce qu'on a des problèmes de configuration. On va commencer avec quelque chose de relativement simple. Plusieurs des plateformes vont déjà avoir certains guardrails en place ou disponibles, certains, mettons, pour la gestion de contenu, la gestion mettons, de tout ce qui est prompt injection, certains on va dire des protections de base qu'un LLM devrait avoir. Est-ce que nos développeurs les ont activés? Est-ce qu'on est en mesure, à travers nos différents services, nos différents cloud providers, d'évaluer si on est à risque avec des low-hanging fruit, comme juste d'activer les guardrails au niveau des plateformes. Puis par la suite, c'est qu'on va utiliser ça et tout le reste de l'infrastructure qu'on parlait pour faire l'analyse de risque vraiment des pipelines un peu plus en détail. L'exemple qu'on a ici, c'est que ça peut être même, c'est pour ça qu'on mentionnait beaucoup direct ou indirect. On a un exemple typique Wiz où est-ce que on a une VM qui est publiquement exposée. On le valide aussi au niveau de notre ASM. On voit certaines vulnérabilités sur la machine virtuelle. Ça veut dire qu'on a un potentiel d'exploitation ici. Mais aussi à travers le compte de service de la VM, on peut accéder à des données d'entraînement utilisées dans un service d'AI qui est dans une autre portion de notre environnement cloud, dans ce cas-ci dans GCP. Qui est utilisé pour, encore une fois, un service mettons, service de réputation qui utilise un modèle de Vertex AI. En tant que tel, ce n'est pas un problème avec l'agent lui-même, c'est un problème avec un autre service, mais qui donne un chemin d'attaque vers un modèle. Ça veut dire qu'on peut empoisonner des données, on peut introduire une commande qui pourrait ne pas être exécutée tout de suite, mais qui pourrait être exécutée dans quelques semaines, quelques mois. Il va être assez difficile à détecter. Le but, c'est juste avoir au minimum cette visibilité, puis d'être en mesure d'enlever ces risques-là, de briser la chaîne d'une façon quelconque. Peut-être que notre VM n'a même pas besoin d'avoir accès aux données d'entraînement. Peut-être que ça n'a même pas besoin d'être sur le web. Ou on peut aussi aller plus traditionnel avec juste du patching pour faire en sorte que le chemin d'exploitation soit plus exploitable. Pour terminer un peu avec la quatrième boîte qu'on voit depuis tantôt, détection des menaces en temps réel, c'est là qu'on a encore une fois plusieurs sources qu'on peut utiliser. On va avoir des sources comme certaines protections sur l'agent lui-même, certaines protections au niveau du service PaaS. Le fournisseur infonuagique a aussi des journaux de control plane qui peuvent être utilisés. Le but, c'est d'avoir quand même d'avoir la détection en temps réel, mais surtout d'être en mesure de comprendre c'est quoi les vecteurs d'attaque principaux avec les LLM. Comme on voit, que ce soit du jailbreaking, que ce soit du prompt injection, d'être en mesure de détecter ces choses-là, soit directement avec une solution plus basée sur un agent ou certaines solutions basées sans agent où est-ce qu'on est en mesure de collecter les événements puis quand même d'inférer certains des comportements malicieux qui peuvent être introduits au niveau des modèles. Par la suite, on se bâtit sur toute la fondation qu'on a faite dans les 3 premières étapes. S'il arrive un événement, comment est-ce qu'on établit le potentiel rayon d'impact? Donc, si j'ai une application qui a un agent qui est compromise, quel compte de service est impacté? Quel potentiel compte de stockage, service de stockage, base de données sont potentiellement à risque d'avoir été exfiltrés? Quel genre d'application pourrait être impacté? Est-ce qu'on a même certains comptes privilégiés qui auraient pu avoir de l'information, mettons des API keys qui auraient été exfiltrés, ce genre de choses-là. Le but, c'est, avec toute l'information, tout le contexte, d'être en mesure de dire s'il arrive de quoi, qu'est-ce qui va être impacté, c'est quoi mon processus de réponse aux incidents, puis qu'est-ce que je dois inclure comme ressource à remédier. Donc, on a parlé quand même de beaucoup de différents éléments. Ça reste un parcours en soi. On a, je pense, encore une fois, on revient un peu à ce qu'on disait. Première étape, c'est
faut au moins savoir où est-ce qu'on a des éléments en lien avec nos différents agents. C'est quoi la structure de nos nouvelles applications. Fait que comment est-ce qu'on commence par juste gagner en visibilité, bâtir l'inventaire, bâtir le AI BOM. Puis surtout, on commence à le voir de plus en plus, bâtir aussi le catalogue de services d'agents. Fait que de savoir c'est quoi les différentes applications, comment est-ce qu'ils mappent aux différentes unités d'affaires dans l'entreprise. Une fois qu'on a ça, bien, c'est là qu'on peut encore une fois bâtir dans ce parcours-ci, le parcours de maturité au niveau de la sécurité IA. Puis là, tu commences à regarder juste les low-hanging fruit, c'est quoi les détections, les mauvaises configurations. Là, on commence à en parler un petit peu plus, comme on disait, l'implémentation de certains services de sécurité avec les serveurs MCP, et ainsi de suite. Fait que juste d'être en mesure de, est-ce qu'on a au moins notre baseline de sécurité proprement configurée. Puis par la suite, ben, c'est là qu'on embarque dans les use cases un petit peu plus, on dirait, avancés. Un peu comme l'exemple qu'on a vu de chaîne d'attaque qui est un petit peu indirecte. Fait que là, d'être en mesure de commencer à réduire la posture, le risque de posture et d'éventuellement surveiller pour l'exploitation des modèles eux-mêmes. Si on regarde ça d'un point de vue plus concret, là on parle plus à très haut niveau, mais d'un point de vue concret, à quoi ça ressemble de notre point de vue, bien, c'est là qu'on commence avec vraiment les modèles, les technologies. Fait que là, c'est là qu'on a nos différents cloud providers. Certains des fournisseurs, comme on va avoir du OpenAI, on va avoir du on-prem aussi avec du OpenShift. Le but, c'est on s'en va chercher toute l'information en lien avec ces différents fournisseurs, que ce soit à partir de c'est quoi les services infonuagiques. On fait des snapshots pour qu'est-ce qui est configuré dans les instances de compute. Puis par la suite, c'est quoi les données. Puis là, c'est là qu'on est en mesure de regarder les différents types de risques. Fait, encore une fois, l'inventaire, les configurations, l'analyse de modèles, balayer pour des données sensibles et de tout mettre ça sur le graphe que vous avez vu. Fait, d'être en mesure de prendre tous ces risques-là qui seraient potentiellement 5 outils différents pour chacun des clouds, dépendamment de l'intégration avec ceux-ci, de mettre ça sur, encore une fois, le graphe pour être en mesure de définir nos différentes chaînes d'attaque. Et c'est là qu'on revient avec un peu des fonctionnalités, les 4 cas d'usage qu'on a parlé. Fait bâtir le AI BOM, de voir l'analyse de risque au niveau des pipelines, de l'accompagnement contextuel, fait de faire en sorte qu'on puisse outiller nos développeurs à dire vous n'êtes pas nécessairement des security practitioners, mais vous êtes quand même en mesure de voir, selon ma structure applicative, mes configurations, voici ce que je devrais faire pour minimiser le risque dans ma nouvelle architecture applicative. Puis par la suite, c'est là qu'on peut quand même réutiliser ce même set d'informations pour notre équipe de sécurité opérationnelle pour dire, on va avoir des détections qui sont, on va dire, AI aware, qui vont comprendre c'est quoi l'infrastructure au niveau des agents, puis qui vont avoir certaines détections qui vont être propres à ce type de technologie. Et vraiment les upskills dans ce nouveau vecteur d'attaque-ci. C'est là qu'on va encore une fois, pour un peu terminer le point, on veut vraiment enabler les différentes équipes à ce que ce soit plus libre service. Encore une fois, c'est un environnement qui bouge vite. On ne veut pas nécessairement que les initiatives de sécurité deviennent un bloquant pour un environnement comme ça qui encore une fois, qui est très véloce. Il y a beaucoup de nouveautés. C'est là qu'on va amener beaucoup d'intégration, d'automatisation, puis d'aider avec la remédiation, mais au niveau des équipes plus applicatives versus mettre toutes ces responsabilités sur les équipes de sécurité. Dernier point, puis c'est là qu'on fait un peu le parallèle avec le dernier point aussi, c'était au niveau des plateformes de développement, ce n'est pas un environnement cloud séparé. Encore une fois, c'est plus la source de tout ce qui va être hébergé dans notre environnement. C'est un peu la source de notre agent aussi, c'est le code source qui va bâtir tout cet écosystème-là. Fait qu'on veut l'inclure dans l'analyse aussi. Et juste parce que je vois le temps filer, si vous aviez à garder 3 choses en tête aujourd'hui, 3 réponses à nos 3 fameuses questions qu'on a vues au milieu de la présentation, commencez avec la visibilité. Si vous avez une chose à faire, ce serait au moins être en mesure de où sont mes modèles, mes agents, mes librairies, quel genre de chaîne d'outils que j'utilise, c'est quoi les identités, les données.
évaluer le risque par la suite, que ce soit du risque natif à l'IA ou du risque d'infrastructure lié à l'IA. Puis par la suite, c'est là qu'on va avoir aussi observer, protéger l'exploitation des agents. Fait d'utiliser des outils qui vont comprendre c'est quoi les attaques communes et d'être en mesure de prioriser les événements avec le contexte de notre application. Si vous avez des questions, encore une fois, je lance l'invitation. Venez ça peut être à l'avant, ça peut être aussi à notre kiosque Wiz. On peut même faire une petite démo si vous voulez les différentes composantes qu'on a parlé. Mais merci pour votre temps et on se parle plus tard.